Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu de ce mardi 25 juillet 2023. Au menu de cette émission, la libération de Jean-Marc Aboun, ce sont ses proches qui ont informé les médias et les journalistes sur cette nouvelle. Jean-Marc Aboun, après pratiquement une année de détention, vient de recouvrer sa liberté, sans toutefois être jugé sur les griefs qui ont été retenus contre sa personne. On va aussi faire le point sur le processus électoral avec la clé, la fermeture des bureaux de réception et de traitement des candidatures sur l'ensemble du territoire national. Plusieurs partis et regroupements politiques ont déposé les listes de leurs candidats aux législatives. Entre-temps, le FCC reste campé sur sa position de ne pas participer à ces processus. Jusqu'où ira le FCC avec cette démarche? On va essayer d'en parler au cours de cette émission. Toujours au chapitre du processus électoral, le comité laïque de coordination, ces mouvements catholiques exigent la tenue d'une table ronde pour élaguer les zones d'ombre qui planent encore sur le processus électoral. Quelle est l'opportunité de tenir un dialogue à quelques mois des élections? Tentative de réponse au cours de cette émission. Plusieurs sources révèlent également sur le rejet des candidatures de tous les communicateurs de l'UDPS, parti présidentiel. Qu'est-ce qui est à la base de cette situation? Pourquoi avoir rejeté les candidatures de tous ces communicateurs? On va essayer de réfléchir également autour de cette question tout au long de cette émission. Et puis, on va faire le point sur la situation de la ville de Kinshasa. Gentini Ngobila vient de saisir la justice contre Godin Poyi pour diffamation et imputation dommageable. Godin Poyi qui venait d'être réhabilité président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa par la Cour d'appel hier lundi. On va essayer donc de faire un peu la lumière sur ce qui se passe au niveau de la ville de Kinshasa. Je reçois sur ces plateaux Aristote Ngarime, secrétaire national du PPRD en charge de la communication et des médias. Il est chercheur en relations internationales, auteur de plusieurs tribunes et il prépare aussi un ouvrage sur le promesse non réalisé par Félix Tshisekedi. Bienvenue, monsieur Aristote. Merci, très cher journaliste. Je suis flatté par rapport à votre présentation. C'est vrai, je suis Aristote Ngarime. Je suis en charge de la communication et médias du PPRD. Et je confirme aussi que je suis l'auteur du livre de promesses, le livre de promesses de Félix Tshisekedi, 250 promesses non tenues de M. Félix Tshisekedi. Je vous ai déjà fait part de ça, on en a déjà discuté une fois. Je suis cadre du PPRD, je suis kabiliste convaincu. Je fais partie de la jeunesse du PPRD. Merci pour cette invitation. Je me mets à votre disposition pour échanger à profondeur. Je ne sais pas si cela m'est permis. Je vais tout simplement d'abord dire ce qui suit. Très chers journalistes, j'ai l'impression que nous migrons dans une république des nidistes. Nidistes, c'est-à-dire des gens qui ont le plaisir d'étaler la nidité des autorités sur les réseaux sociaux. Il y a de cela quelques jours, nous avions vu, et cette vidéo est devenue virale, d'un ancien conseiller privé du chef de l'État. Conseiller privé du chef de l'État, s'illustrer dans des actes immoraux. Et c'est extrêmement grave, communément appelé de partouze. Ce n'est pas lui qui a publié la vidéo. Oui, il s'est fait filmer. D'ailleurs, la responsabilité à un certain niveau me pousse à ne plus avoir la légèreté dans mes comportements. Il y a certaines légèretés que je ne dois plus m'identifier à ça, je ne dois plus l'incarner à moi parce que j'occupe une fonction. Surtout quand on est conseiller privé du chef de l'État, on ne peut pas se filmer ni avec des femmes, des jeunes filles étalées et en train de faire ce qu'on appelle le partouze. Ça, c'est ce régime de M. Félix Tshisekedi. Quand nous vous disions à l'époque que c'est le régime des jouisseurs, des régimes de tâtonnement, un régime de SRR, des gens qui n'étaient pas préparés, l'inexpérience. Comment à ce niveau-là de responsabilité, conseiller privé du chef de l'État, être repris dans de tels faits, c'est très grave. Raison pour laquelle vous voyez plusieurs autorités prendre le sens cynique le long du boulevard. Vous aurez l'impression comme si ils vont aller pour travailler pour l'État, il y a urgence, ils sont appelés par-ci, par-là. Non, c'est pour aller faire de tels actes, des partous, la nudité. Et celui qui a publié cette vidéo ou ces vidéos, parce qu'il me revient que c'est 54 vidéos, ou ceux qui ont publié ça, c'est le manque de professionnalisme. Et la personne qui s'est filmée lui également, c'est l'irresponsabilité. Donc,
nous condamnons d'après les sources concordantes. Certains pensent que c'est l'ANER qui a publié cela. C'est que nous avons appris de gauche à droite. Parce que son téléphone, il semblerait-il, était retenu par l'ANER. Et c'est l'ANER qui aurait publié ces vidéos. Si c'était l'ANER, c'est le manque de professionnalisme. Et même ce messier qui s'est fait filmer en étant ni avec des jeunes filles, c'est le manque de c'est le manque de responsabilité. Et voilà l'image qu'on retient de ces régimes. C'est un régime de jouisseurs, c'est un régime de tâtonnement, ce sont des stagiaires, des gens qui n'avaient rien à faire en Europe, et ils sont venus, et voilà comment on les attrape dans des faits, des actes immoraux. Vous faites quelle lecture des différents événements qui se passent actuellement au pays? On tue Chérubin Okende, le lendemain, c'est Franck Dion qui est libéré. On publie les vidéos intimes de Fortuna Bisselele. Un jour après, il est sorti de la prison. Tout ce qu'on a reproché sur lui comme grief, atteinte à la sûreté de l'État, haute trahison, on l'oublie. Mais actuellement, là présentement, on parle de la libération de Jean-Marc Aboun par ses proches. Vous faites quelle lecture de tout ce qui se passe actuellement au pays? L'anarchie, les désordres, l'absence de leadership, aucune vision, c'est le désordre, c'est l'anarchie. C'est semer la terreur, c'est la dictature, c'est le désordre. En réalité, il n'y a pas de boussole, on touche à tout. Ce qui est arrivé à M. Chérubin Okende, je condamne encore une fois avec la plus grande énergie. C'est inadmissible à plein 21e siècle. Un député national en fonction, ancien ministre de communication, de transport et voies de communication, être lâchement assassiné de la sorte, c'est inadmissible, c'est intolérable. C'est sous le régime de M. Félix Tshisekedi. À l'époque, lorsqu'on tuait une mouche, c'était directement Kabila. Mais aujourd'hui, c'est un député en fonction qui a été assassiné, ici à Kinshasa, la capitale, les sièges des institutions. Et puis nous sommes à la veille de 9e jeu de la francophonie. Quel message qu'on a lancé à l'extérieur? Qu'est-ce qu'on a retenu de la RDC sur le chiquet international? Raison pour laquelle d'autres États, d'autres nations ont désisté parce qu'ils ont dit qu'il y a un sérieux problème de la sécurité ici en RDC. Donc en réalité, c'est de l'anarchie, c'est le désordre. On veut faire taire l'opposition, on veut semer la terreur. Si vous osez parler, vous avez vu ce qui est arrivé à Chérubin. Si vous osez parler, vous avez vu ce qui est arrivé à Franck Diongo. Si vous osez parler, vous avez vu ce qui est arrivé à Jean-Marc Aboun. C'est la terreur. On veut museler l'opposition, fermer la bouche des opposants, qui est un seul parti politique, qu'on instaure le parti-État. C'est ça. On pouvait tout imaginer, sauf un régime qui a fait 37 ans dans l'opposition, un régime qui a chanté depuis toujours l'état des droits, la liberté d'expression, et ainsi de suite. Mais sous ces régimes, nous verrons des arrestations arbitraires, des perquisitions barbares, des attaques ciblées. Tout est réuni pour que nous ne puissions pas vivre à l'aise en RDC. Tout est fait par ce régime pour que nous ne puissions pas exercer calmement comme opposants. Et nous regrettons que cela soit le régime d'un fils de celui qui a été appelé comme initiateur de l'état des droits, le peuple d'abord. Ma question est celle-ci. Pourquoi est-ce qu'on a retenu Jean-Marc Aboun à Makala pendant tout ce temps? Qu'est-ce qu'on a reproché à Jean-Marc Aboun? Est-il été condamné? Il a été condamné. Pourquoi est-il sorti? Pourquoi c'est moi précis qu'on a libéré Jean-Marc Aboun? Il semblerait qu'il serait libéré. C'est que j'apprends de gauche. Il est libéré, c'est vrai. Il est libéré, voilà. Pourquoi seulement maintenant? Depuis tout le temps qu'il était à Makala. Pourquoi il était à Makala? Qu'est-ce qu'on a reproché à Jean-Marc Aboun? Simplement parce qu'il avait dit qu'il voyait des sacs de dollars. Il avait offensé le chef de l'État, il avait propagé des faux bruits, selon ce qui a été dit. C'est à eux de nous prouver que c'était faux, parce que Jean-Marc Aboun a dit que lui, il a vu des sacs de dollars quitter l'aéroport de Ndjili, aller dans les paradis fiscaux, aller à l'extérieur du pays. Il a dit ça, Jean-Marc Aboun. Jean-Marc Aboun était le saint des saints. Il est le précaré du chef. Il était l'un des artisans de ces régimes. Et il sort pour dire que je vois des sacs de dollars sortir ici à Ndjili, aller à l'extérieur du pays, dans les paradis fiscaux. Il a dit ça. Donc tout ce que Jean-Marc Aboun a dit, il a encore dit que lui, il était au courant qu'on est en train de confectionner une liste des désignations de députés nationaux. Il fallait que le régime en place puisse avoir plus de 300 députés nationaux. Jean-Marc Aboun a révélé. Une électorale massive qui était déjà en préparation. Jean-Marc Aboun a parlé de l'incompétence, de la jouissance. Il dit qu'il n'y a que la jouissance autour du chef. Jean-Marc Aboun l'a dit. C'est des fêtes qui se tiennent, qui sont organisées tous les week-ends. Voilà, des fêtes. Chaque week-end, il y a des fêtes autour du chef. Jean-Marc Aboun a révélé ça.
Donc c'est pourquoi là, il a été arrêté et pourquoi on le libère aujourd'hui. Pourquoi est-il été libéré maintenant? Donc tout est fait pour qu'un opposant ne puisse pas être à l'aise en RDC. Tout est fait pour qu'on puisse nous fermer la bouche. Tout est fait pour s'aimer la paix, la terreur. Ah, chérie, j'ai reçu plus de 100 coups de téléphone, moi. 100 coups de téléphone le jour où Chéribin aucun était tué. On m'a appelé au téléphone. J'ai été contacté par mes amis et connaissances, les proches, pour dire que Aristote, toi aussi tu parles à la télévision, n'est-ce pas? Est-ce que tu as vu ce qui est arrivé à Chéribin au Tende? On m'a appelé pour me dire, Aristote, fais attention. Tu vois la philosophie qu'on veut inculquer dans la tête des opposants. Ah voilà, il est arrivé à tel, toi aussi fais attention. J'ai reçu plus de 100 coups de téléphone pour me dire, Aristote, fais attention. Ne marche plus seul. Il faut rentrer avant. Tout ça, tout ça. Donc on a sémé la terreur pour que nous ne puissions pas parler. Mais nous disons une seule chose. Ma vie représente quoi par rapport à la misère de la RDC? Ma vie représente quoi par rapport à la grandeur de la RDC? S'il faut utiliser mon énergie, mon intelligence comme gêne pour dénoncer que ce régime, c'est un régime de détourneurs. Jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas encore qui a détourné, qui a utilisé le fonds de RAM. RAM, qui en est l'auteur, qui en est l'initiateur et qui a utilisé cet argent. S'il faut dénoncer, je viendrai dénoncer, même s'il faut subir le sort de Chéribin. Je viendrai encore dénoncer ici que le projet de 100 jours était des mafias, des détournements, du vol. Je viendrai le faire ici. Je viendrai aussi dénoncer que le projet Tilé Gelou était de l'escroquerie. Les gens ont volé, ont détourné l'argent de l'État. Je viendrai le faire. Si le faire, on nous réserve tel sort. Parce que nous sommes opposants, ce régime veut s'aimer la terreur. J'ai l'impression comme si notre justice actuellement c'est une coquille vide. La preuve en est, on a arrêté plusieurs personnes, on les a attribué aussi des infractions, mais après le dossier n'a plus connu des suites normales. François Béa, accusé des tentatives de renversement des régimes, acquitté, non pas acquitté, mais relaxé aujourd'hui en Europe. On en parlait encore de qui, Fortuna Bissele, les mêmes dossiers, Franck Diongo, Jean-Marc Aboul. Actuellement c'est Salomon qui reste encore en prison, Mike Moukibaï. Demain ou après-demain, ils ne seront-ils pas aussi sortis de la prison sans que tout ce qui a été reproché comme grief à leur personne ne soit étalé sur la place publique? Très cher journaliste, avez-vous déjà vu un président en fonction, le garant de bon fonctionnement de nos institutions, se plaindre de l'appareil judiciaire, de sa justice, alors qu'il en est le garant de bon fonctionnement? Le magistrat suprême. Le magistrat suprême. C'est dans quel pays? Avez-vous déjà vu ça même en Afrique? Même, je ne sais pas, avez-vous déjà vu un roi, un président, alors qu'il en a le pouvoir, il en a le moyen de réguler, de donner des ordres, des injonctions, de créer un leadership fort, d'impulser, de créer un climat favorable pour que la justice puisse être mieux rendue. Mais il se plaint. C'est dans quel pays où un président se plaint de sa justice? On vous a donné un mandat pour faire mieux, pour arranger la justice. Pour que le pauvre, s'il est pauvre et qu'il n'a pas l'argent et qu'il s'adresse à la justice, pour qu'il soit réhabilité. Même le riche, même si le riche, s'il est fautif, qu'il soit condamné. C'est pourquoi on vous a porté au plus haut sommet de l'État. Mais je dis, mais c'est Félix, c'est qu'il se plaindre de la justice comme s'il était un citoyen lambda. Comme si c'était moi l'opposant qui se plaignait. Lui ne peut pas se plaindre de cette injustice. C'est lui qui révoque, j'insiste, c'est lui qui révoque le magistrat. C'est lui qui nomme les magistrats, ce M. Félix Tshisekedi. S'il est au courant qu'un magistrat a été accusé pour tel ou tel fait, dès par la Constitution, il a le pouvoir de révoquer un magistrat. Un peu comme on a vu avec Kabila en 2000. Mais justement, on avait révoqué un nom de magistrat. On avait révoqué. Comment lui, il peut révoquer un magistrat? Il peut me réguler cet appareil judiciaire. Mais il se plaint. Non, je ne suis pas satisfait de la justice de mon pays. Je ne suis pas... Est-ce que c'est l'opposant qui parle ou c'est un président de la République qui parle? Donc, si quelqu'un se plaint d'abord de l'appareil judiciaire, il dit qu'il a échoué, vous voulez encore lui donner un second mandat. Dans le second mandat, il va encore se plaindre sur quel secteur? Donc, j'ai été très choqué. C'est pourquoi, vous avez vu, on a commencé par arrêter Vital Kamerhe pour 20 ans, condamné pour 20 ans. Il est sorti, il est dehors. Aujourd'hui, il est même Vital Kamerhe est ton sort. Vice-premier ministre. Vice-premier, comment il doit se plaindre de ça? On arrête Vital Kamerhe, lui, il tient un discours à Goma, il dit que Vital Kamerhe c'est un monsieur honnête, Vital Kamerhe c'est un monsieur honnête, correct, je pense qu'il doit encore servir la République. Mais la justice a déjà arrêté. Vous ne pouvez plus dire ça et à la fin vous dites que non, je ne suis pas content de cette justice. Franchement,
qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons réellement bâtir un État parce que la justice élève une nation. Donc, bref, c'est la politique qui a fragilisé la justice. Ça veut dire que l'absence de leadership, il n'y a pas un leadership éclairé au sommet de l'État. Il n'y a pas une vision, en effet, dans ce secteur. Il n'y en a pas. Il y a un vide au sommet. C'est ça le grand problème. S'il y en avait, on allait réguler le secteur de la justice. Non seulement qu'on a arrêté Vital Kamerhe et qu'on sort, on quitte Vital Kamerhe, on prend François Béat. On a dit que François Béat a formaté un coup d'État. À moins que je me trompe. Un coup d'État. Mais jusqu'à présent, chers messieurs, on n'a jamais vu les complices de François Béat. Qui était ce complice? Parce qu'à ma connaissance, on ne fait pas un coup d'état seul. Il y a toute une liste, il y a une chaîne. On avait arrêté, je crois, 3 ou 4 de ses collaborateurs. Et la suite, sans succès. François Béat est aujourd'hui dehors, il est à l'extérieur. On quitte François Béat, on arrête Bisselele. Bisselele aujourd'hui. Même dossier. Et est dehors. Aux trahisons, atteinte à la sûreté de l'État. En fait, comment voulez-vous que la justice puisse mieux marcher alors qu'il y a l'immixtion? On essaye de tripatouiller la justice. On essaie d'amener la politique pour l'installer dans l'appareil judiciaire. Donc, à mon humble avis, l'appareil judiciaire de notre pays n'a pas été au rendez-vous par rapport à l'attente de notre pays, de notre population. Tout simplement parce qu'au sommet, il n'y a pas une vision éclairée, il y a l'absence de leadership, mais c'est Félix Tshisekedi n'a pas permis à l'appareil judiciaire de fonctionner. Tenez, chers journalistes. Si vous prenez la loi des finances, qu'on appelle le budget, vous allez à profondeur, vous allez voir, il y a une rubrique, les frais de fonctionnement du Parlement. Parce que le Parlement, c'est aussi un pouvoir. Exact. Allez-y mesurer l'enveloppe réservée au pouvoir législatif, qui est le Parlement, et l'enveloppe réservée au pouvoir judiciaire. C'est le jour et la nuit. Vous vous plaignez que la justice ne fonctionne pas, alors que vous ne mettez pas l'enveloppe nécessaire pour que la justice puisse faire marcher. Vous augmentez les salaires des députés. Un député aujourd'hui est évalué à 21 000 $. Mais combien touche un magistrat? Quel est le salaire réservé à un magistrat? Est-ce que le magistrat est à l'abri des besoins? Mais vous vous plaignez de la justice alors que vous investissez trop au Parlement, au détriment de la justice, mais vous vous plaignez de la justice. Donc nous ne savons pas ce que nous voulons. Donc aujourd'hui, le responsable, c'est le régime en place. C'est l'absence de la politique clairement définie, c'est le manque de leadership, et nous disons que ce régime ne mérite pas d'avoir un deuxième mandat au regard de l'échec dans le secteur de l'appareil judiciaire. Vous condamnez les pouvoirs exécutifs, je suis d'accord, mais il est connu de tous qu'un ordre est mal donné, on ne peut pas l'exécuter. Est-ce que nous avons encore des magistrats de caractère capables de s'opposer à des ordres mal donnés? Comment on peut pousser un magistrat à arrêter quelqu'un sans toutefois réunir tous les éléments de preuve capables de condamner la personne arrêtée? C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas l'indépendance du pouvoir judiciaire. Montesquieu l'a dit dans son livre L'Esprit de loi. Il a dit qu'il y a 3 types de pouvoirs. Il y a le pouvoir législatif. Ici, notre Parlement est bicaméral, le Sénat et l'Assemblée nationale. Il y a le pouvoir judiciaire, vous trouvez les cours des tribunaux et ainsi de suite, et le pouvoir exécutif. Montesquieu, il avance pour dire, s'il n'y a pas l'indépendance de chaque pouvoir, ça va fragiliser d'autres pouvoirs. Donc, il faut d'abord qu'on puisse décréter, accepter que l'appareil judiciaire puisse être réellement autonome, que la politique ne puisse pas s'inviter, s'installer dans l'appareil judiciaire. La plupart des procès que vous voyez là sont des procès dictés par la politique. C'est en effet la politique qui dicte l'appareil judiciaire. Des acteurs politiques qu'on arrête par-ci, des poursuites qu'on fait ça, de perquisitions barbares qu'on fait ces derniers jours. Donc c'est tout simplement c'est la politique qui instrumentalise l'appareil judiciaire. Aussi longtemps qu'il n'y a pas la séparation des pouvoirs, l'appareil judiciaire est sous la coupe de la politique politicienne. Alors, pourquoi vous voulez vous plaindre? Vous aurez un tel résultat. Pour nous, nous disons tout simplement, ces magistrats-là sont innocents. Ces magistrats-là, je ne dirais pas innocents, mais ils sont sous la coupe, en effet, de la politique. Ils obéissent, en effet, des décisions politiques. C'est ça. En 2016, je pense, il y a une dame aussi, magistrate, qui avait décidé de quitter le pays parce qu'elle subissait, selon elle, des pressions pour condamner Moïse Katumbi. La dame se trouve aujourd'hui en Europe. Pourquoi on ne peut plus avoir aujourd'hui des magistrats de caractère capables de dire non à un ordre mal donné? C'est la question que je me pose aussi. Mais moi, je suis fort convaincu qu'il y en a.
qu'il y a des magistrats de caractère, il y a des magistrats consciencieux. Je pense qu'il y a des magistrats dignes de ce nom. Il y en a, il faut fouiller, il y en a. Mais si vous fouillez, si vous le remarquez, est-ce que ces magistrats sont élevés au plus haut niveau? Sont-ils responsabilisés? Parce qu'on préfère responsabiliser celui qui est flexible, qui obéit aux injonctions de la politique, au détriment d'un magistrat qui a un caractère rompu, un caractère bien huilé. Donc c'est ça le vrai problème. Donc il y en a des magistrats de caractère, mais ceux-là ne sont pas élevés au poste de responsabilité. Donc on restera éternellement dans cette situation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne va pas rester éternellement. Il faut d'abord faire partie de M. Félix Tshisekedi. Non, mais comment ça? Par la voie c'est lui les problèmes. Par la voie des urnes. Il faut organiser les élections. Nous, la jeunesse, le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi. D'ailleurs, on a décrié cela aussi sous votre règne. C'était mieux qu'aujourd'hui. C'était mieux qu'aujourd'hui. Vous le pensez? Je vous dis, parce que des arrestations telles que nous avons vues ces derniers jours, c'est spectaculaire. Franck Diongo a été arrêté, libéré. Comment et pourquoi il a été arrêté? Kalonda aujourd'hui arrêté, mais comment? Qu'est-ce qu'il fait là, Kalonda? Jean-Marc Kaboul, il a fait ces quelques jours à Makala et on le libère aujourd'hui. Comment était-il arrêté et libéré comme ça? Il y a des cas comme ça, François Béa, Vital Kamere, 20 ans, mais il est libre, il est même 20 peines. Bon, c'est la justice qui pose problème. Non, pour éradiquer ces fléaux, il faut d'abord que ces régimes soient effacés démocratiquement par les élections, faire partir M. Félix Tshisekedi, faire partir Peter Kazadi, faire partir Kabouya, faire partir Chilombo, faire partir le faire partir par la voie des urnes. Très bien. Et alors nous aurons un régime visionnaire pour amener le peuple à un niveau élevé. Très bien, puisque vous parlez élection, venons-en à la fermeture des bureaux de réception et traitement des candidatures sur l'ensemble du pays. Depuis le dimanche 23 juillet dernier, vous, FCC, vous êtes resté campé sur votre position de ne pas participer au processus électoral. D'autres partis politiques, d'autres regroupements ont aligné leur candidature aux législatives. Qu'est-ce que les FCC va devenir demain ou après-demain si en décembre les élections sont organisées et que votre famille politique n'a pas d'élus? D'abord, il faut rappeler que les simulacres électoraux tels que préparés par M. Félix Tshisekedi de Kadima ne nous concernent pas. Tout ce qui sortira du bureau Kadima ne nous concerne pas. Pourquoi ça ne nous concerne pas? Parce que notre position est légale, notre position est républicaine, notre position est justifiable. Chers messieurs, en notre entendement, le bureau de la CENI, c'est un bureau illégal. Pourquoi ce bureau illégal? C'est parce qu'on n'a pas respecté la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Parce que le bureau de la CENI est pris en charge par une loi. Et cette loi a été violée par les régimes en place. Jusqu'au point où de refuser à l'opposition que nous sommes de déléguer ses représentants. Donc il n'y a aucun représentant de l'opposition au sein de ces bureaux. C'est pourquoi nous avions dit non, nous ne viendrons pas. Nous viendrons seulement s'enrôler ou participer si et seulement si on met en place une CENI consensuelle. Nous ne demandons pas beaucoup. Nous voulons simplement qu'on respecte le quota de l'opposition. N'est-ce pas une bataille perdue déjà? Pour eux, c'est perdu, mais ils finiront par y revenir. Ah, vous le pensez? Ils finiront par... Nous sommes à 4 mois presque des élections. Si ils sont obligés, si ils sont en fait décidés de faire le kidnapping électoral, le forcing électoral, le hold-up électoral, libre à eux de le faire. Mais nous, comme de démocrates, nous, comme de gens consciencieux, nous attirons leur attention de revenir par rapport à la loi. Il faut respecter la loi. La loi a été violée quelque part. Ces régimes perdraient quoi en respectant cette disposition, l'article 10 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, qui stipule qu'il faut que nous puissions déléguer nos représentants. Il faut d'abord qu'il y ait une commission mixte pour traiter des candidatures. Il faut aussi qu'il y ait des PV de désignation pour désigner nos délégués. Ça n'a pas été le cas. Alors, le dire, le réclamer, ne fait pas de nous des diables. Mais ceux qui refusent d'accéder à nos revendications, ce sont eux qui ne veulent pas les processus apaisés et inclusifs. Donc pour nous, nous ne sommes pas concernés par rapport à ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Nous allons utiliser tous les moyens constitutionnels pour faire entendre notre voix. Nous n'avons que la Constitution. Nous allons mettre en l'œuvre, nous allons activer
l'article 64 de la Constitution qui stipule qui nous donne le droit, qui nous donne le moyen de barrer la route à tout groupe d'individus qui cherchent à gouverner la République en violation des textes, en violation des dispositions constitutionnelles. Nous allons utiliser l'article 64 pour faire passer notre message. C'est ça notre position. Nous ne sommes pas concernés. D'ailleurs, c'est ici le lieu et le moment de féliciter la population congolaise, de féliciter les acteurs politiques. Il y a eu moins de 30% des candidatures. Ce qui était entendu, ce qui était voulu, ce qui était souhaité par la CENI, suivez la CENI, c'est seulement moins de 30%. Ce qui revient à dire le message du PPRD, de l'opposition a été compris. En 2018, il y avait 18 355 candidats députés nationaux. Je suis là en 2018. Plus de 18 000 députés, candidats nationaux. En 2023, nous avons moins de 5 000 candidats députés nationaux. Allez-y comprendre. Alors qu'il y a une démographie galopante. Les jeunes gens qui avaient 18 ans, comment expliquez-vous cela? Qui avaient 18 ans, 20 ans, aujourd'hui, qui avaient 18 ans, aujourd'hui, ils ont l'âge de voter, de postuler, parce qu'on postule comme député à l'âge de 25 ans. Il y a des jeunes gens qui ont atteint cet âge-là, mais il y a eu la démographie galopante. Le Congo a atteint plus de 100 millions d'habitants. Mais comment expliquer qu'il y ait moins de 5 000 candidats députés nationaux? Tout simplement pour dire que le message de l'opposition a été compris. On a compris que l'opposition telle que le procès tel que mené par Denis Kadima, il faut toujours rappeler que Denis Kadima, c'est l'envoyé spécial de M. Félix Tshisekedi. Il a détaché Denis Kadima comme président de la CENI pour proclamer ses derniers présidents. Il faut toujours le dire. Il n'y a plus un secret là-dessus. Vous faites des affirmations graves. Mais c'est justement parce que Jean Makaboun l'a dit. Jean Makaboun a dit qu'il y a une liste de 300 députés préétablis. Ce n'est pas moi, c'est l'un des ténors de ces régimes, des régimes passés. En fait, il était l'un des ténors. Il a dit qu'il y a déjà une liste préétablie. Donc, tel que vous êtes là déjà, si vous êtes à l'IDPS, vous serez déjà député. Vous êtes déjà député, ça avant d'aller déposer, vous êtes déjà député. Donc, c'est ça, nous sommes au courant de ça. C'est un simulacre électoral. Il n'y a pas la transparence. Très bien. Il n'y a pas un processus inclusif et apaisé. Ça ne nous concerne pas. Nous boycottons, nous boycottons pas, mais nous ne sommes pas partie prenante et nous félicitons le peuple, le fait que le résultat est de moins de 30%. Quel est l'avis du FCC sur la proposition du comité laïque de coordination qui préconise la tenue d'une table ronde pour élaguer les zones d'ombre qui planent encore sur le processus électoral? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la démocratie, c'est la liberté. Chaque organe est appelé à se prononcer. Ça, c'est la position de celle-ci. Nous prenons acte de cette position. Nous estimons qu'on peut analyser ça à profondeur, on peut soutirer, voir quelques points positifs. Nous avions dit à son temps qu'il fallait simplement réfléchir autour de désignation de membres du bureau de la CENI. Nous avions dit ça, nous étions les premiers à le dire. Nous n'avions pas évoqué le dialogue dans le sens des partages des pouvoirs. Nous n'étions pas dans cette optique. Par ailleurs, nous avions dit qu'il fallait qu'il y ait un échange autour de clarté, autour des désignations de membres du bureau de la CENI, notamment celle de l'opposition. Donc, on ne nous a pas compris à l'époque. Et aujourd'hui, c'est celle qui évoque cette question. Nous prenons acte. Mais nous estimons que si le régime veut continuer à défier la République, à défier l'opposition, à défier le peuple congolais, à défier celle-ci, à défier tout, libre à eux de le faire. Mais nous estimons qu'il y a lieu de se mettre autour d'une table, non pour partager le pouvoir, mais pour en effet trouver une CENI consensuelle, créer un climat de confiance. Il n'organise pas les élections pour sa famille politique, l'Union sacrée. Il n'organise pas les élections pour ses amis et connaissances. Il organise les élections pour l'ensemble des peuples congolais, pour l'opposition, la majorité et la société civile. Alors pourquoi ne pas se mettre ensemble pour d'abord définir sur la consensualité du bureau de la CENI?
Nous ne demandons pas beaucoup. Nous estimons que c'est leur point de vue et nous prenons acte. Le calendrier électoral est en cours. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs a déjà eu lieu. Les dépôts des candidatures ou la convocation de l'électorat pour les législatives nationales vient d'être bouclé. Quelle est l'opportunité à ce jour d'aller vers un dialogue qui va certainement pousser la CENI à glisser ou à accorder encore quelques jours à Félix Tshisekedi au pouvoir? Qui sont demandeurs de dialogue? Qui demande le dialogue? Les FCC ne demandent pas un dialogue. Nous ne sommes pas concernés par les dialogues. Nous ne voulons pas le partage des pouvoirs. Qui va encore accepter de s'allier avec le régime de M. Félix Tshisekedi, de l'Union sacrée? C'est un régime qui a échoué sur toute la ligne. Sur le plan sécuritaire, c'est un échec. Sur le plan économique, c'est un échec. Sur le plan culturel, social, n'en parlons même pas. Ces régimes se conjuguent déjà au passé. C'est pourquoi ces régimes ne veulent pas organiser les élections transparentes. Une fois organisé les élections transparentes, ces régimes vont encore continuer à se conjuguer dans le passé. Donc, nous ne sommes pas demandeurs d'un dialogue. Nous ne sommes pas demandeurs. Nous demandons en effet qu'il y ait un consensus autour du bureau de la CENI. Le bureau de la CENI, ce qui répond à une loi. Nous voulons qu'on puisse prendre une disposition qui se trouve dans une loi pour le mettre en exercice. Cette disposition stipule qu'il faut que l'opposition puisse déléguer ses membres. C'est ça ce que nous voulons. S'ils estiment qu'ils vont continuer à défier, à violer la loi, à violer les textes de la République, libre mais nous ne voulons pas les dialogues dans le sens large du terme, où il faut se mettre autour d'une table, qui va prendre la primature, qui va être président de la transition. Non, nous ne sommes pas là-bas. Nous voulons simplement qu'on puisse organiser les élections transparentes. Je vous dis, chers messieurs, mais c'est Félix Tshisekedi, tout ce qu'il est en train de faire, le simulacre électoral qu'il le fait, il ne gagnera pas les élections. Il faut oublier. Félix Tshisekedi ne va pas avoir un deuxième mandat. C'est un rêve. Kabouya vous a dit, Félix même si on Tshisekedi n'aura pas un deuxième mandat. Le simulacre électoral qu'il fait là, il ne passera pas. Augustin Kabouya vous a dit, sur le même plan si social, on plaçait il y a une érosion sur le plan social. On ne votera pas Félix Tshisekedi dans cette ville, dans ce pays. Laissez-moi achever ma question. Sur le plan de la sécurité, il ne sera pas voté parce que c'est un échec. Donc, si on organise les élections, même ce qu'il fait là, il ne passera pas. Il est conscient, lui-même il sait. Félix Tshisekedi sait, si j'organise des élections transparentes, je ne serai pas élu, il le sait. Donc, nous voulons simplement qu'on organise les élections transparentes pour le faire partir démocratiquement. Augustin Kabouya vous a dit, même si on prenait Katoum, Youfayou, bref, les opposants, on les plaçait à la tête de la CENI, ils auront du mal à proclamer un autre candidat que Félix Tshisekedi parce qu'il a un bilan éloquent, il a des réalisations palpables. Bref, c'est le seul qui mérite un deuxième mandat. Je me pose la question, pourquoi vous prenez Augustin Kabouya au sérieux? Pourquoi vous le prenez au sérieux? Secrétaire général d'un grand parti politique. Un acteur politique de son rang peut tenir de tels propos. Donc, du coup, ne le prenez pas au sérieux. Comment il peut dire ça? Que même si on mettait X, Y, mais comment on ne réélit pas un président de la République sur fond de discours, sur fond de pression, des intimidations. On réélit un président sur fond d'abord de la réussite de son premier mandat. D'abord, il faut d'abord réussir son premier mandat pour solliciter un second mandat. Donc ici, nous examinons d'abord l'échec de son premier mandat. Comme il a échoué, alors, pourquoi lui donner encore un deuxième mandat? Citez-moi un seul secteur aujourd'hui où on peut acclamer Félix Tshisekedi. Un seul secteur. Il est fier de la gratuité de l'enseignement. Il y a les arriérés. Les fonctionnaires vivent dans un climat des arriérés. Les fonctionnaires ne savent plus quelle est la date idéale où on paye. Les fonctionnaires ne sont plus payés à date. Les militaires ne sont pas bien payés. Les détournements. L'insécurité à l'Est. À Kwamouth, ici accusé le Kinshasa kidnapping. Sur le plan social, le pouvoir d'achat des Congolais s'est amusé davantage. Allez-y au grand marché pour voir comment est-ce que le prix est galopant. Vous dramatisez la situation selon Vital Kamerhe, le VPM en charge de l'économie. Moi, à sa place, je me calmerai. Il a une lourde charge. Vous faites de l'acharnement sur sa personne. Il a une lourde charge. Celle de se faire comprendre d'abord auprès des Congolais comment est-ce que de 20 ans à 0 condamnation. Il n'a pas encore fini à faire comprendre le Congolais quel miracle s'est-il passé de 20 ans de condamnation à 0 condamnation. Il doit se calmer, le vieux doit se calmer. Il doit éviter la télévision. Il doit éviter la télévision, il doit éviter la caméra. Le VPM de l'économie doit éviter la caméra. Il doit d'abord s'expliquer. Il a fait une étude comparative
Il doit Sous laisser votre ça. régime de 2006 à 2011, les dollars avaient chuté, je crois, de 80%. 2011 à 2018, 81%. Et maintenant, les dollars n'ont chuté que de 47%. Mais vous dramatisez la situation. C'est simplement parce que c'est lui qui est placé à la tête de ces ministères de l'économie. Si c'était une autre personne, on ne ferait pas tout cet acharnement. Mais il n'a qu'à démissionner aussi. Comme c'est lui, alors il n'a qu'à démissionner. Qu'on mette quelqu'un d'autre, là, il sera à l'aise. Il sera à l'aise. Tout simplement, c'est l'échec. Ce régime a échoué. Il n'y a pas une recette politique meilleure. Il faut accepter par moments ses limites. Qu'on a échoué. Qu'on laisse la place à un autre. Il n'y a plus rien à inventer. Ce régime est arrivé à la fin. Félix Tshisekedi n'a plus une autre recette à inventer. C'est fini. C'est fini. Tout ce qu'il a mis en exercice, ça n'a pas donné les résultats voulus. Donc, il est limité. Le régime est limité. Il n'y a plus rien à inventer. On ne peut pas quand même comparer la qualité de vie sous Kabila et la qualité de vie sous Félix Tshisekedi. C'est quoi la différence? La différence que sous Joseph Kabila Kabange, les fonctionnaires étaient payés chaque les 15. Avec le paie qu'on recevait à la banque parce que c'était bancarisé, on pouvait aller acheter avec un prix raisonnable au marché les denrées alimentaires. Mais aujourd'hui, non seulement les fonctionnaires ne savent pas quel est le jour qu'on va leur payer, et s'ils vont acheter quelque chose, le prix est au zénith. Donc, on ne peut pas comparer. C'est le jour et la nuit. Kabila est meilleur que Félix Tshisekedi. On ne peut pas comparer les deux époques, les deux personnages. Donc, ce qui revient à dire, ils sont arrivés à la fin. Je me répète encore. Félix Tshisekedi n'aura pas un deuxième mandat. Il est au courant de ça lui-même. Il ne passera pas. On l'attend au tournant. Le peuple congolais est là. La majorité silencieuse est là, en train d'attendre Félix Tshisekedi au tournant. Il n'aura pas ce deuxième mandat. Je sais qu'il est hanté par l'esprit du deuxième mandat, mais il n'en aura pas. Parce que le peuple est conscient aujourd'hui qu'il a promis plus de 250 promesses au peuple congolais et il n'a pas fait. Donc pourquoi donner encore un second mandat à ce monsieur? C'est pourquoi il organise le simulacre électoral. Quelque chose qui ressemble aux élections pour se maintenir au pouvoir, pour se faire proclamer président. Et nous, l'opposition, nous disons, nous ne sommes pas concernés. Peuple congolais, réveillez-vous. Il y a déjà l'article 64 qui vous donne le droit de barrer la route à tout groupe d'individus. Toujours au chapitre des élections, nous apprenons qu'il y a grincement des dents à l'UDPS. Tous ces communicateurs qui passent à longueur de journée dans les médias pour chanter à la gloire du parti, pour déifier les chefs de l'État, leurs candidatures ont été rejetées par le parti. Alors on se demande si ceux qui chantent à la gloire du parti ont été rejetés, qui sont ces personnes que l'UDPS a alignées comme candidats? J'aurais appris qu'il y a monnayage. On est en train de monnayer. Ah bon? Les candidatures au sein de l'UDPS. Celui qui offre une enveloppe consistante est aligné. J'ai appris l'UDPS. Il y a le trafic d'influence. Il y a le clientélisme pour être candidat député au sein de l'UDPS. Il y a du mafia autour des candidatures au sein de l'UDPS. J'aurais appris. Donc, c'est ça. Malheur à eux parce qu'il n'y a pas la rationalité. Donc, tous les jeunes gens-là que je voyais, certains là des communicateurs, aucun d'entre eux n'a été aligné. Tout simplement parce que c'était le clientélisme. L'enveloppe a circulé. Monnayage de candidatures. L'argent a circulé. Je m'en moque. On ne les a pas considérés. En d'autres termes, ils ne sont pas considérés. Tous les jeunes gens que vous recevez ici, et les jeunes communicateurs de l'IDPS, ils ne sont pas considérés à l'IDPS. Citez-moi un seul jeune de l'IDPS communicateur qui est considéré. Ils ne sont pas considérés pour preuve. Ils ne sont pas alignés. Ami Simakutano, c'est le seul qui a été retenu. Mais justement parce qu'il est PCA. Allez-y comprendre, il est PCA de l'OGEFREM. Allez-y comprendre. Mais il n'est pas le seul de l'UDPS mais c'est les jeunes. à être promu. Mais justement. Emmanuel Tibambe est aussi administrateur à la Somalie. C'est un administrateur. Qu'est-ce qu'il a? Il est administrateur. Il n'est pas. Il est administrateur. Donc tout cela pour dire, ce sont des jeunes gens qui ne sont pas considérés dans leur parti politique. L'IDPS. On ne considère pas les Emmanuel Tibambe là. Il n'est pas considéré. Le Donald Kabasele n'est pas considéré. Même l'autre avocat qui venait de faire une vidéo pour dépanner les journalistes. Félix Kaimbe n'est pas considéré. Les Rissel Moutoko, ce sont des gens qui ne sont pas considérés à l'IDPS. Mais ils sont tout le temps ici à la télévision en train de pérorer, tout ça. On n'arrive même pas à vous aligner comme candidat député nationaux.
Vous n'êtes pas alignés, vous là, les jeunes gens. C'est même l'autre là, tout ça, même Pinda là, il n'est même pas, lui aussi, vraiment. L'auteur de la vidéo contre les journalistes. Justement, il est un monsieur, en fait, c'est quand même grave. Hein? Un monsieur qui n'est pas considéré dans son point parti politique, mais il veut se faire considérer à la télévision. Il est tout le temps à la télévision pour se faire considérer. Alors que dans son propre famille politique, il n'est pas considéré. Il n'est même pas aligné. En privé, il dit que Kabouya ne l'aime voilà, pas. Justement, il dit ça souvent, Kabouya ne l'aime pas. Mais on va vous aimer comment vous avez un problème de comportement. Vous aimez comment. Vous n'êtes pas aligné. Donc, on n'a pas aligné les jeunes gens communicateurs de l'IDPS parce qu'on ne les considère pas. Il y a Imonéage, ils sont des jeunes gens comme ça, tout ça, on les envoie. Mais c'est regrettable. Moi, je suis jeune. Mais je suis secrétaire national du PPRD. Je suis ministre du PPRD. Je suis jeune. Mais en face de moi, les jeunes gens, les communicateurs, ils ne sont pas considérés là-bas. Donc, malheureusement, c'est vous qui leur donnez beaucoup d'importance. Dans leur propre famille politique, ils ne sont pas considérés de ces jeunes gens-là, les communicateurs. Ils reviendront encore ici pour dire que vous voulez parler pour nous, on ne nous a pas alignés, parler pour nous, afin qu'on puisse nous considérer dans notre IDPS, parler pour nous. Mais ils ne sont pas considérés, c'est ça l'IDPS. Tribalisme, népotisme, monnayage, clientélisme, c'est ça, ce qui a entouré des candidatures. Et je regrette. Cette histoire des monnayages, on en parle depuis longtemps au sein de ces partis. Même pour attribuer des postes au sein du gouvernement, dans les entreprises publiques, on parle souvent du monnayage des postes. Mais à l'IDPS, pour être considéré, il faut monnayer, il faut donner, il faut mettre quelque chose sous la table. Il faut glisser une enveloppe. C'est ça l'IDPS. Pour preuve, des jeunes gens ne sont pas considérés. J'ai même suivi une vidéo où un jeune est en train de menacer le secrétaire général de l'IDPS. Il menace même Jacques Chabani. On l'appelle c'est le général Fatom. Des jeunes gens comme ça, dépourvus, délaissés. Voilà, ils sont tout le temps à la télévision. Ils ne sont pas considérés dans leur famille politique. Mais ils sont là. Voilà, c'est ça l'idée. C'est ça l'image d'un parti politique. Et c'est regrettable. Est-ce qu'il ne se pose pas aussi un problème de compétences dans les chefs de certains de ces communicateurs? Je vous donne un fait. Vous avez vu la vidéo de ces groupes de jeunes qui s'est revendiqués comme les communicateurs privés du défilé Tshisekedi, qui sont allés porter plainte contre les cardinals. Est-ce que vous avez entendu même ces gens par leur manière de parler? Vous avez vu ce qu'ils ont écrit. Mais comment on peut aligner des gens comme ça comme candidats? Il y a une crise de compétences dans les chefs de ces jeunes gens-là. Crise de compétences. Ils ne sont pas valorisés, ils ne sont pas considérés. Ils sont venus pour les besoins de la cause, on les utilise, faites ça. Mais c'est ça, la communication de l'IDPS. S'il y a une mauvaise communication dans ces pays, dans les partis politiques, c'est au sein de l'IDPS. Où il y a des jeunes comme ça, raison pour laquelle ils ne sont même pas alignés. Donc, pour moi, chers camarades, il faut tirer des leçons, il faut comprendre. Il faut comprendre. Maintenant, il faut prendre conscience. Okay, que là, dans votre parti, on ne vous considère pas, on ne vous a même pas aligné. C'est ça. Je crains que cette situation puisse diviser le parti. Mais le parti est déjà profondément divisé. Crise de leadership. Le parti est profondément divisé à l'IDPS. Il y a des courants à l'IDPS. Le parti est foncièrement divisé. Donc c'est grave. Donc tous ces gens-là qui sont chaque matin à la télévision, au Canal Presse, ils vous les invitez ici, mais ce sont des gens, ils ne sont pas considérés, ils ne sont pas reconnus au parti. Ils sont au four et au moulin. Ils ne sont pas reconnus. Ils ne sont pas reconnus, ces jeunes-là. Les Manechiba, ils ne sont pas reconnus, franchement, mais ils ne sont même pas alignés. C'est une honte. C'est une honte. Vous voyez, franchement, moi je dis, on peut tout dire, on peut tout dire, mais le PPRD savait aligner des jeunes. PPRD savait aligner des compétences. PPRD faisait la promotion des valeurs. Mais ce que nous voyons à l'IDPS, c'est très grave. Très bien. Et nous regrettons. On va terminer l'émission pour parler de la ville de Kinshasa. La bataille entre Gentili Ngobila et Godin Poyi est loin d'être terminée. Godin Poyi destitué, réhabilité par la cour d'appel, et aujourd'hui c'est Ngobila qui saisit la justice contre le même Godin Poyi pour diffamation et imputation dommageable. Est-ce que ça ne devient pas, un problème de trop ou une bataille de trop entre les deux personnalités? Il faut ici rappeler tout de suite que les deux sont membres de l'Union sacrée. Ils sont du régime en place. Ils sont censés appliquer la vision du chef de l'État. Ce sont eux qui sont en train de façonner, en quelque sorte, le bilan de M. Félix Tshisekedi. Donc, retenons que ça fait partie du bilan de M. Félix Tshisekedi, où des acteurs majeurs censés travailler pour l'intérêt général, pour l'intérêt du régime, du bilan de M. Félix Tshisekedi, mais ils s'entretuent, ils s'entrequisent, ils font tout ce qu'ils font là. Donc, c'est très grave. Deuxième élément. Mais les deux étaient amis.
Godé Poyi était ami à Gentini Ngobila dans cette ville. Ils étaient amis. J'aurais même appris qu'on aurait acheté une villa de 650 000 dollars à Godé Poyi vers ma campagne. J'aurais appris. Ils étaient amis, soudés. Ngobila a même créé ce qu'on appelle dynamique Gentini Ngobila au sein de l'Assemblée nationale. Provinciale. Provinciale plutôt. Et Gentini Ngobila Godé Poyi était tout le temps en communion avec Gentini. Ils étaient ensemble. Ils se sont brouillés. C'est pour les intérêts personnels. Ce n'est pas pour l'intérêt de la République. Parce que tout ce temps, la ville de Kinshasa était sale. Je n'ai jamais vu cette Assemblée nationale convoquer Gentini Ngobila pour s'expliquer sur l'affaire Kinbopeto. Tout ce temps, Godé Poyi n'a jamais interpellé Gentini Ngobila pour s'expliquer sur la gestion de la ville de Kinshasa. Ils étaient ensemble. Pourtant, la ville est très sale. Il y a eu des détournements, il y a eu des vols. On voyait ça chaque jour. Mais jamais il n'a été invité à l'Assemblée provinciale. Mais c'est aujourd'hui, ils sont brouillés pour des intérêts personnels. Ça n'engage pas la ville de Kinshasa, ça n'engage pas les Congolais, ça ne nous engage pas. Voilà, pour des intérêts personnels, ils se font la guerre. Donc tout ça, c'est à mettre dans le bilan de M. Félix Tshisekedi. Des gens qui n'avaient pas assimilé, compris la vision de M. Félix Tshisekedi, on les a élevés à un niveau élevé. Ils n'arrivaient pas à accomplir la vision du chef de l'État. Et c'est le peuple qui souffre. Et c'est la vie de Kinshasa qui demeure très sale. Moi, je pense à mon humble avis, Ngobila a profondément échoué. Ngobila n'a pas sa place à la tête de la ville de Kinshasa. Il a fait preuve aussi de ses limites. Il faut carrément qu'il quitte aussi. J'aurais même appris qu'il a un conflit avec Gérard Zekoko. Ouais. Ils sont en conflit. Donc j'estime que Gentini Ngobila ne peut plus être gouverneur de la ville de Kinshasa parce qu'il a échoué. Il n'a rien fait. Tout ce qu'il a initié comme projet n'a pas réussi. Donc nous estimons qu'il faut aussi l'oublier. Et en même temps, au niveau de l'Assemblée provinciale, c'est du désordre, c'est l'anarchie. Je ne sais pas, ça ressemble à rien. Très bien. C'est très grave. On termine l'émission par cette dernière question. Pour certains communicateurs de l'Union sacrée, Gentini Ngobila, disons, les divorces n'ont jamais été consommés entre Ngobila et votre famille politique, le FCC. Et à ce jour, Ngobila fait le jeu du FCC pour ternir l'image de Félix Tshisekedi à Kinshasa. Qu'est-ce que vous en dites? C'est ça, les communicateurs de l'Union sacrée. C'est comme ça qu'ils sont. L'argumentaire qui il y a même un du FCC derrière ce qui se passe à Kinshasa. C'est quand même très grave. Vous savez que quand Gentini Ngobila a créé son parti politique ACP, la plupart des cadres de son parti politique sont venus du PPRD. Et ça, on n'a jamais pardonné à Ngobila. Ngobila crée son parti politique. Au lieu de chercher ses cadres militants, mais il va puiser au sein du PPRD. Au point de vider le PPRD de ses cadres. Certains cadres sont partis des jeunes gens que vous avez connus à l'époque. Les Rossikiwa, Jansaka, tout ça, les jeunes du PPRD. Ils sont tous là-bas, c'est Ngobila. Les Garcet Sakala, tout ça, les Makwala et les autres, ils sont à l'ACP. À quel moment nous sommes encore en odeur de sainteté? Parce qu'il crée son parti politique pour déstabiliser le PPRD. Celui qui a déstabilisé le PPRD peut encore être en odeur de sainteté avec nous. Ça, c'est quel raccourci? Ça, c'est quelle réflexion? Donc, il est de l'union sacrée. Il est entièrement à l'union sacrée. C'est un acteur de l'union sacrée. Il n'a rien à voir avec nous. Il est en train d'accomplir la vision de M. Félix Tshisekedi au sein de la vie de Kinshasa. C'est tout ce qu'il fait là. C'est sur instruction de M. Félix Tshisekedi qu'il le fait. Il a suspendu les travaux des Andes. C'est sur instruction de M. Félix Tshisekedi. Et on a inauguré le projet Kinbopeto sur instruction de M. Félix Tshisekedi. Tout ce qu'il fait là, c'est sur instruction de M. Félix Tshisekedi. Il ne faut pas associer le PPRD parce que ce monsieur a déstabilisé le PPRD. Très bien. Aristote Ngarimé, grand merci à vous pour votre disponibilité. C'est moi. Merci. Très bien, cette émission est terminée. Grand merci à toute l'équipe technique. Grand merci à vous, fidèles téléspectateurs et internautes, pour votre sympathique et réelle attention. Je vous retrouve demain mercredi pour un nouveau numéro des Perfect Actu. Au revoir.